cette troisième vidéo du quatrième chapitre, facteurs édaphiques et études des sols. Il va traiter de la suite des propriétés des sols, les propriétés biologiques, à savoir les propriétés physiques et chimiques. On les a déjà traitées dans la vidéo numéro 2. Donc là, c'est la suite, propriétés biologiques. Et bien sûr, on va terminer avec l'étude de l'évolution du sol et tous les éléments qui accompagnent cette évolution de ces sols. Les propriétés biologiques, ce sont donc plusieurs fonctions qu'on trouve dans le sol et qui dépendent de l'activité biologique. L'activité biologique, ça revêt deux formes. Soit par l'activité des êtres vivants qui sont présents, ils vivent dans le sol, donc c'est des êtres vivants en cours de vie, en cours d'existence, en cours d'activité, et vous avez un volet biologique qui est plutôt lié à la matière organique en décomposition qui est fournie par les êtres vivants, les plantes et les cadavres des animaux. Donc, l'activité biologique, il va se résumer en ces 6 points très importants. Tout d'abord, les êtres vivants ils jouent un rôle très important au niveau des transferts des nutriments du sol vers la plante. Les plantes, quand ils absorbent une solution minérale de l'eau et des éléments minéraux, donc ça fait partie de la nutrition. Et bien sûr, donc, il y a un transfert de matière du sol vers la plante. Les plantes ils vont jouer aussi un rôle au niveau de la dissolution des minéraux qui sont issus de la roche-mère. Les acides humiques, c'est-à-dire l'humus, il a légèrement un pH acide, et donc il attaque aussi la roche, il contribue à l'altération de la roche-mère, donc c'est le deuxième type d'activité. La minéralisation des matières organiques, c'est le processus qui va être assuré par la fonte du sol, les arthropodes, des colomboles, des vers de terre et par des micro-organismes, les bactéries et les champignons. Donc ils vont se nourrir de cette matière organique en décomposition, qui à l'origine c'est des molécules organiques classiques, des lipides, des protéines, des acides aminés, des glucides, et qui vont la rendre à l'état minéral, qui va par la suite être absorbée par les êtres vivants, les plantes notamment. Les êtres vivants, ils jouent aussi un rôle au niveau de la stabilisation de la structure du sol, par la synthétisation des substances organiques qui vont jouer le rôle de liant. Et ce sont les fameux colloïdes. L'humus, c'est un colloïde. Les argiles, c'est un colloïde minéral. Et l'humus produit, c'est un colloïde organique. Ils vont jouer le rôle donc, de complexes absorbants, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ils vont stabiliser le sol et créer des liens entre ces argiles, entre ces humus et entre le sable, entre les différents composants minéraux et organiques du sol. Donc ils jouent un rôle dans la stabilisation de la structure du sol. Ils jouent aussi un rôle dans la cohésion, les liens. Les liens, c'est des éléments qui vont jouer le rôle de liant. La colle entre les éléments du sable, c'est les argiles et les humus. Et ça crée des agrégats. Et ça libère des espaces libres où l'eau peut circuler. Donc cette cohésion des agrégats et leur stabilité permet d'avoir un sol aussi bien aéré, bien oxygéné. Et enfin, la formation de galeries. La fonte du sol, il va creuser des galeries, des trous, les vers de terre, ils vont creuser des trous. Et par ces trous, le sol va être alimenté soit par l'eau, donc l'eau va s'infiltrer plus facilement quand il y a des galeries creusées par les animaux, des fourmis, des termites, des vers de terre, etc. Ce sont tous des animaux qui creusent, ou bien même des vertébrés, qui creusent des trous, des galeries dans le sol et qui permet donc une meilleure aération du sol et une meilleure pénétration de l'eau lorsqu'il pleut ou bien lorsqu'il y a un arrosage par exemple. Donc l'activité biologique est la conséquence directe sur les propriétés physiques et chimiques. Donc on voit comment la production de colloïdes, il va modifier un petit peu la structure et modifier la porosité et modifier aussi toutes les particularités du complexe absorbant, c'est-à-dire des propriétés chimiques du sol. Le sol, donc, ils abritent quelques statistiques, ils abritent une bonne partie de la biodiversité terrestre. On ne compte pas moins de 260 millions d'individus par mètre carré du sol. Donc c'est très, si on comptabilise bien sûr les bactéries, si on comptabilise les micro-organismes, arthropodes, etc. Vous avez donc par mètre carré, ça c'est des chiffres et des estimations qui sont très importantes, soit la biomasse équivalente à 12 vaches adultes par hectare. C'est très important.
Donc une communauté diverse et variée d'organismes du sol qui travaillent jour et nuit. Donc les organismes vivants, ils sont de bons travailleurs au niveau du sol. Dans une zone, par exemple, de la taille d'un terrain de football, les organismes du sol, ils produisent chaque année de l'humus dont le poids est équivalent à celui de 25 voitures. Imaginez le volume de 25 voitures qui est produit chaque année en humus par la fonte du sol, par les végétaux qui sont sur surface, par exemple, de la taille d'un terrain de football. Donc imaginez l'énorme travail qui est fourni par les organismes vivants. Cette figure, donc, il montre bien ces échanges qui se produisent entre des êtres vivants ici, par exemple des buissons, des petits champignons de surface, ou des arbres qui produisent, qui fixent le CO2 atmosphérique, qui produisent de la matière organique sous forme de molécules organiques, qui vont la livrer, soit à l'état mort ici, du bois mort, des feuilles mortes, des cadavres d'animaux, ou bien des plantes qui fixent l'azote atmosphérique. Au niveau de leur densité, c'est les plantes fixatrices d'azote et qui vont enrichir le sol. Donc cette matière organique, il entre dans le sol, il va nourrir de la fonte du sol des détrivores, des vers de terre, des colomboles, des arthropodes, ou bien des décomposeurs comme les bactéries, les champignons aérobies ou anaérobies, c'est-à-dire soit qui demandent de l'air ou bien qui peuvent vivre en absence d'oxygène. Et bien sûr, cette matière organique, il va être humifiée ou bien minéralisée. Et une étape intermédiaire, humification, donc ça produit de l'humus, et la minéralisation, ça permet le retour des éléments simples, tels qu'on pouvait le voir ici, et qui vont de nouveau constituer l'absorption, par l'absorption des plantes, la nutrition minérale des plantes. Et vous avez donc des cycles du carbone, des cycles de l'azote, des cycles de potassium, de calcium, de sodium, etc. Donc c'est les fameux cycles biogéochimiques qui caractérisent donc la circulation de ces éléments entre la biosphère, entre la lithosphère, la roche-mère et le sol, tel qu'on peut le voir à ce niveau. Alors, voilà quelques figures qui montrent cette grande activité des micro-organismes dans le sol, qui creusent des galeries. Il aère bien le sol, ça peut être des micro-organismes, comme ça peut être aussi des bactéries, comme ça peut être aussi des petits mammifères. Ici, par exemple, une taupe. Et bien sûr, vous avez des échanges entre ce qui se passe en surface et ce qui se passe en profondeur, des araignées, donc il y a toute une catégorie d'organismes vivants. En surface, on peut le voir, par exemple ici, une photo qui montre l'activité des vers de terre de Nadia Trab. Regardez, il va se nourrir, il va ingérer une partie du sol et rejeter cet humulus après digestion. Et bien sûr, il a déjà minéralisé une partie de la matière organique, il s'est nourri de la matière organique qu'il a trouvée dans la terre. Donc ce sont des traces d'activité des lombriques à la surface du sol. Alors, la diversité de ces animaux aussi, elle est très importante, comme on l'a vu sur les précédentes, mais on peut la voir aussi ici, en fonction de leur taille. Les plus petits, ce sont les bactéries, les champignons, les protozoaires, donc ce sont des micro-organismes. Vous avez aussi beaucoup de vers, des nématodes. Puis après, quand on arrive à des tailles plus élevées, d'un millimètre, vous pouvez trouver des acariens, des colomboles, des cloportes, et des vers de terre, les lombriques, qui sont déjà de 32 millimètres, et des taupes, ce sont des vertébrés, donc des animaux plus gros et plus volumineux, qu'on va trouver, qui vont jouer un rôle important dans l'activité biologique du sol. Alors, pour caractériser un sol, on va s'intéresser à quelques caractères ou bien quelques propriétés, notamment la vitesse de minéralisation. Qu'est-ce qu'on entend par la vitesse de minéralisation? C'est la vitesse par laquelle la matière organique va être transformée en matière minérale. Passer de l'état molécule organique à l'état d'ions minéraux solubles dans l'eau qu'on a vu dans le passé pour la nutrition minérale des plantes. Donc la vitesse de minéralisation, il va être déterminé par la détermination de ce qu'on appelle le rapport C sur N. C, c'est le carbone, N, c'est l'azote. On va mesurer le rapport C sur N. Pourquoi C sur N? Parce que la matière organique, il contient ces deux éléments, le carbone et l'azote. Mais une fois dans le sol, le carbone n'est pas utilisé. Par contre, l'azote, il est
absorbés rapidement par les plantes parce qu'ils en ont besoin. Ce qui fait, ce rapport C sur N, il va déterminer la vitesse de minéralisation. Si vous avez une vitesse de minéralisation très forte, ça veut dire que vous allez avoir un rapport C sur N qui va être très petit. Il va être aux alentours de 10. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'azote. Le N, qui est le radical, va être plus important. Donc plus ce rapport est faible, plus vous avez une vitesse de minéralisation élevée. Alors, il y a des plantes qui se minéralisent plus facilement. Par exemple, les papilionacées, la luzerne, le fumier, lui aussi se minéralise très très rapidement. Donc la paille aussi, ce sont des éléments qui vont être très vite minéralisés étant donné leur composition en molécules organiques très simples. Donc ce rapport, c'est un rapport massif du carbone et d'azote et donc c'est un très bon indicateur de cette vitesse de minéralisation. Le rapport C sur N, il exprime donc le degré de rapidité d'un sol ou bien la production de ce qu'on appelle de l'humus. Plus le taux d'azote est important, plus le rapport C sur N est bas, et plus la vitesse de minéralisation est élevée. Donc, l'analyse de ce rapport C sur N, bien sûr, on fait des analyses chimiques, le taux de carbone, le taux d'azote dans le sol, et ça nous permet de déterminer est-ce qu'on a une vitesse élevée ou bien une vitesse faible. Le rapport donc de C sur N, il va varier en fonction donc de la nature de la matière organique. Donc, comme je vous l'ai dit, les légumineuses, les luzernes, le fsa, le fauve, etc., ils vont se minéraliser rapidement et ils ont un taux de minéralisation de l'ordre de 10. Alors, ce taux de minéralisation, il peut augmenter pour aller jusqu'à 24. Ça veut dire que les organismes vivants ne sont pas actifs et il y a des difficultés à minéraliser cette matière organique. Alors, les valeurs que va prendre ce sur N, s'il est inférieur à 15, on a une production d'azote importante, on a une vitesse de décomposition importante et il est son maximum pour un port C sur N, donc de 10. Ça veut dire qu'il y a de l'azote qui est produit, mais les animaux sont très actifs. Si le rapport C sur N est compris entre 15 et 20, ça veut dire qu'il y a un besoin d'azote qui commence à être très important pour les plantes, et ça permet une bonne décomposition de la matière carbonée. Si le rapport dépasse 20, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'azote dans le sol. L'azote produit de la minéralisation, il est très vite absorbé. Ça veut dire qu'il y aura plus de carbone parce qu'il n'est pas utilisé par les plantes. Et l'azote, dès qu'il est minéralisé, hop, il est absorbé par les micro-organismes, par les plantes, pardon. Et du coup, le rapport, il va être très fort, très important, supérieur à 20. C'est ce qu'on appelle une fin d'azote, c'est-à-dire le jeu de l'azote, et c'est-à-dire qu'il y a une forte demande. Les végétaux demandent beaucoup d'azote. Cet azote est absorbé et le taux il augmente. Donc, c'est un très bon indicateur pour déterminer la vitesse de minéralisation. Alors, cette vitesse de minéralisation, il va déterminer ce qu'on appelle la deuxième propriété biologique, c'est le type d'humus. L'humus, c'est l'étape intermédiaire entre la matière organique produite par les végétaux, ou bien les cadavres des animaux, c'est-à-dire qu'ils viennent de mourir, qu'ils viennent d'être incorporés dans le sol. Ils se transforment d'abord en humus, ce sont des acides, on les appelle aussi des acides humiques. Ce sont des colloïdes organiques, donc ils vont jouer un rôle très important pour fixer les sels minéraux du sol. Et on va distinguer trois types d'humus. Donc, tout d'abord, un type d'humus qu'on va appeler un humus de type Möll. Ce sont des mots allemands que je viens de vous dire. Et le pH, il est compris entre 5,5 et 8,5. Donc, ce sont des sols qui vont être généralement basiques. Le rapport C sur N est inférieur à 15, donc vous avez une excellente minéralisation qui est rapide. Ça veut dire que les organismes vivants sont très actifs. C'est normal, le pH il est basique et le sol il va être riche et fertile. Donc il y a une bonne rapidité de la minéralisation. Si vous avez une deuxième catégorie, le type d'humus modère, on appelle modère, il est légèrement acide, 4 à 5 degrés.
Le rapport C sur N est compris entre 15 et 20, donc vous avez une minéralisation qui est moyenne à lente. Ça veut dire que les organismes vivants, ils ont des difficultés pour minéraliser. Ils ne travaillent pas très bien. Et l'azote produit, il est rapidement consommé par les plantes de surface. Et le rapport, il est en train d'augmenter ici. Le sol peut être peu fertile. Mais vous avez l'humus mort. Mort, ça vient qui n'est pas vivant du tout. C'est le pH est très acide, 3,5 à 4,5. Le rapport C sur N il est supérieur à 25. C'est très peu d'azote dans le sol. Donc une minéralisation très lente. Le sol très peu fertile. Faible activité biologique. Parce que le sol est acide. Les organismes vivants, les bactéries, les champignons ne vivent pas dans des milieux très acides. Donc l'absence d'organismes qui vont minéraliser fait que vous allez avoir une accumulation de biomasse à la surface parce qu'ils ne trouvent pas les bons travailleurs. Les bons travailleurs, c'est les bactéries, les champignons, et le milieu est acide, ils ne vont pas travailler, et du coup, vous allez avoir une accumulation de la matière organique à la surface. Alors, à gauche, vous avez le type meule. Regardez, vous avez tout ce qui est assuré. C'est un horizon qui est très riche, donc il y a de l'incorporation de la matière organique. Et en surface, vous avez L, c'est la litière de l'année. C'est-à-dire la matière végétale produite dans l'année. Les feuilles mortes, les petites branches, les cadavres d'animaux, dans l'année. Ceux de l'année dernière, ils sont déjà minéralisés, ils sont incorporés dans le sol ici. Si on a le type moderne, c'est la deuxième catégorie que je vous ai expliqué. Regardez, j'ai l'horizon où il y a déjà incorporation de la matière organique dans le sol, mais j'ai un horizon noir qui est un horizon où vous avez de la matière entre 2 ans et 7 à 8 ans. Et vous avez en surface la litière qui est très peu décomposée, qui s'accumule. Ça veut dire qu'il y a des difficultés qui commencent pour les organismes pour incorporer. Il y a beaucoup de matière organique qui n'arrivent pas à être incorporée. Alors, c'est le cas qui se produit lorsque vous avez des végétaux qui produisent une litière acide. Le cas des résineux, les conifères, ils produisent, il y a de la résine qui est dure, qui est acide et qui acidifie le sol. L'eucalyptus aussi, il a des feuilles qui sont très acides, il va diminuer le pH du sol, augmenter l'acidité et diminuer l'activité biologique et vous avez de la litière qui s'accumule. Le type mort, c'est un type d'humus où vous avez de l'accumulation de plus de 10 ans de matière organique. Ici, l'horizon il est noir parce que par juste tassement, écrasement de la matière organique, les micro-organismes ne travaillent pas très bien. La partie qui est incorporée dans le sol est très faible. Regardez là par rapport au meule qui a une bonne épaisseur. Et vous avez en surface beaucoup de litière de l'année qui n'arrive pas à être minéralisée. C'est comme si vous avez quelqu'un qui ne travaille pas très bien et qui accumule les travaux qu'il n'a pas fait. De jour en jour, il a des travaux qu'il ne fait pas, et ça finit par augmenter et il n'arrive pas à les écouler rapidement. Voilà un autre schéma qui vous montre un petit peu, lorsque vous avez un humus mort, regardez, vous avez beaucoup d'accumulation de litière, de matière organique très ancienne, qui n'est pas minéralisée. Le sol, regardez, il est très peu, il n'est pas de couleur noire, il est clair, ça veut dire qu'il n'y a pas incorporation, c'est un sol très mauvais, très acide. Sol moderne, il est intermédiaire, mais le sol meule, généralement qu'on trouve dans les bonnes forêts, il y a une bonne litière, regardez, vous avez les végétaux, la matière produite, hop, il est immédiatement incorporé dans le sol. Et vous avez l'apparition de cet horizon d'altération A, et en dessous, vous avez là où on va migrer après les éléments solubles de A vers B, puis après la roche-mère, il est tout à fait en bas, l'horizon C. Alors maintenant qu'on a vu ces différentes propriétés biologiques du sol, qui sont très importantes, et qui influencent aussi bien les propriétés physiques que les propriétés chimiques du sol, on va terminer cette vidéo par l'analyse de l'évolution des sols, la dynamique de formation des sols et notamment les phénomènes de migration des éléments solubles qui sont produits, le produit de l'altération de la roche-mère et le produit de la minéralisation de la matière organique. Ce sont des éléments solubles qui ne vont pas rester au lieu où ils ont été minéralisés, ils vont pouvoir se déplacer au gré du déplacement de l'eau. Donc l'évolution des sols elle dépend des processus de migration de ces éléments solubles qui vont être entraînés par l'eau et s'accumuler dans des horizons bien déterminés. Alors, selon le type de climat, est-ce qu'il est sec ou humide et le sens dominant du mouvement de l'eau,
Dans un climat sec, le sens dominant du mouvement de l'eau, il est du bas vers le haut, c'est l'évaporation. Par contre, dans les climats humides, il y a beaucoup d'eau, il pleut beaucoup. Le sens de mouvement de l'eau dans le sol, il est plutôt du haut vers le bas. Et bien sûr, si vous avez beaucoup d'évaporation, les éléments solubles vont être entraînés vers la surface. Et si vous avez un sol très humide, où il pleut beaucoup, les éléments solubles, ils vont être entraînés du haut vers le bas. Donc la partie où ils ont été minéralisés, la matière organique, il est fourni à la surface, il est minéralisé, et immédiatement après, ces éléments, ils deviennent solubles, hop, sont entraînés vers le bas. Alors, on va avoir donc dans ce cas-là, si le climat est humide, on va avoir des migrations qui vont être descendantes. Si le climat est sec, vous aurez des migrations qui sont ascendantes, c'est-à-dire qui montent. Alors, les migrations ascendantes, on va commencer par ça, sont fréquentes dans les climats arides ou semi-arides, donc les climats qui sont vraiment arides, et c'est dû à la forte évaporation de l'eau, du sol et de la nappe phréatique. Donc c'est la nappe phréatique qui fournit l'eau, et ces éléments, ils vont venir soit de la roche, soit de la matière organique, hop, ils vont aller vers la surface, ils vont se déposer à la surface, ils vont former ce qu'on appelle des croûtes. Des croûtes, ce sont donc, je vais vous montrer des photos par la suite. Si le sol est salé, c'est le sel qui va être entraîné vers la surface, on va avoir une croûte de sel. Si c'est le calcaire, on va avoir une croûte de calcaire. Si vous avez des sols très ferrugineux, c'est-à-dire qui contiennent beaucoup de fer, vous allez avoir une croûte de fer, comme c'est le cas sous les climats qui sont tropicaux. Si vous avez un climat qui est plutôt humide, avec une forte pluviosité, vous aurez une migration descendante, du haut vers le bas. Donc l'eau, il entraîne les éléments solubles dans ce cas, en profondeur, pour s'accumuler dans un horizon bien déterminé qu'on appelle l'horizon alluvial. L'horizon alluvial. Ou bien on l'appelle aussi l'horizon d'accumulation. C'est l'horizon B. C'est là où viennent s'accumuler tous les horizons de tous les éléments solubles de sol. Puis après, l'horizon de surface qui a été lessivé, on l'appelle l'horizon éluvial. Donc c'est lui qui fournit les éléments solubles. On va les voir ici sur ce schéma. Ça, c'est la dynamique d'un sol, c'est la pédogénèse, les agents climatiques, le gel, le vent, la pluie, fragmentent la roche-mère. Puis vous avez des petits végétaux qui produisent des acides organiques, c'est l'humus. Puis après, ça va augmenter par l'installation de végétaux secondaires qui sont à biomasse plus importante. Regardez la couleur du sol commence à être plus foncée. Il y a de la matière organique qui est incorporée dans le sol. Les horizons de surface sont de plus importants. Comparé ici, ici, regardez, quand il y a des arbres, vous aurez des éléments très importants. Donc vous aurez formation d'horizon. C'est lorsque vous avez des migrations, soit dans le sens, soit vers le haut, vers le bas, en fonction des types de climat, vous allez avoir différenciation de ces horizons. L'horizon de minéralisation, c'est l'horizon d'en haut, et les éléments vont être entraînés vers le bas si c'est un horizon qui est un horizon d'accumulation. Donc là, je vous rappelle juste le processus de formation des sols, l'altération de la roche-mère, l'enrichissement de matière organique, et ce phénomène de migration, c'est lui qui va être très important pour déterminer dans quel sens vont évoluer les éléments sous climat humide ou bien climat sec. Alors, sous un climat humide, voilà ce qui se produit. Le sol, il est formé dans ce sens. Ça, c'est classique, on vient de le voir. Regardez, la roche meurt à l'origine, puis après il commence à être fragmenté, altéré, les agents climatiques sont responsables, l'installation des végétaux, et au début vous avez formation d'un premier horizon d'altération, A, et la roche mère il est là, il est en bas. Regardez des petits blocs qui restent, ils vont être minéralisés petit à petit avec l'activité des organismes. Puis après vous avez les organismes qui fournissent davantage de matière organique, toujours sur le type de climat, et vous allez avoir ces éléments qui vont produire en A, ils vont aller vers B. Ils vont aller s'accumuler. Donc l'altération se produit en A. C'est là où il y a les organismes vivants, c'est là où il y a les racines des plantes, c'est là où il y a les micro-organismes, les champignons, les bactéries. Et le produit de l'altération, c'est-à-dire les ions minéraux à l'état minéral, ils sont solubles dans l'eau. S'il pleut beaucoup, hop, ils vont être lessivés et entraînés. Il ne peut pas aller plus loin parce que la roche-mère les bloque. Donc il va y avoir formation d'un horizon B qu'on va appeler un horizon d'accumulation. Horizon d'altération A, horizon d'accumulation B. Alors, ce type d'évolution, c'est lui qui va nous donner dans ce cas-là
un sol de type A et C, ce qu'on appelle le type AC, sol peut évoluer. Et dans le deuxième cas, vous avez un sol qui est de type A, B et C, c'est-à-dire un sol évolué. Sous un climat aride, la dominance, c'est l'évaporation. L'eau, il va de la profondeur vers la surface. Et qu'est-ce que vous avez en surface? La formation de ces croûtes. Ici, c'est du calcaire. Le calcaire, il vient de la roche-mère. Il monte, il monte, il monte jusqu'à la surface. Et il va se précipiter. L'eau s'évapore et le calcaire précipite. Et vous aurez formation de cette croûte calcaire caractéristique des climats arides. C'est le cas à Marrakech. Si vous creusez une maison avec, vous voulez faire une cave, vous rencontrez très souvent cette couche de calcaire qui est issue de l'évaporation de l'eau de la nappe. Donc, la circulation du bas vers le haut va produire cette formation de cette croûte. Alors, le résultat de cette migration, c'est qu'on va avoir apparaître les horizons. A, B, C. C, c'est la roche-mère en décomposition. Et ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle un profil pédologique. Un profil pédologique, c'est une présentation de tous les horizons qui composent un sol, depuis la surface, ici la végétation de surface, la litière, la partie d'altération de la roche-mère, la partie d'accumulation, l'horizon P, et finalement la roche-mère en profondeur. Donc voilà encore un schéma qui illustre cette présentation de ces différentes couches, la végétation de surface en allant vers la profondeur. Bien sûr, quand on travaille la terre, c'est la couche 3 qui nous intéresse, on va la labourer pour la remettre en surface parce que c'est la couche qui est très, très riche en éléments minéralisés. Alors, cette présentation donc, du sol, qui est caractérisé par un processus évolutif, c'est le processus de pédogénèse. À partir d'une roche-mère, il n'y a pas de sol. Les agents climatiques, on voit ici la pluie, ils vont donner la formation d'un sol qui va évoluer pour devenir un sol évolué, A, B, C. Et c'est un processus qui est très long. Il prend plusieurs milliers d'années, si ce n'est pas plusieurs millions d'années. Le résultat final, c'est qu'on va avoir un équilibre, un sol équilibré entre la végétation de surface qui fournit la matière organique, le sol qui reçoit cette matière organique et qui est le site où se produisent les phénomènes d'altération de la matière organique de la roche et la formation des horizons, et bien sûr le climat qui détermine le sens de migration de l'eau et de la solubilité des éléments nutritifs. Malheureusement, ce processus qui est très lent, de l'autre côté, par l'action de l'homme, par l'érosion, par la rupture de cet équilibre, on va voir un processus plutôt d'érosion, une perte. On va couper les plantes et on va exposer le sol à l'érosion. Quand on relève la couverture végétale qui protège le sol contre l'érosion, avec le l'enracinement des plantes, ce sol va être perdu et on revient à l'état initial. C'est un processus de dégradation. Et malheureusement, ce processus, il est rapide. C'est un processus qui peut prendre quelques années et on aura perdu quelque chose que la nature a mis plusieurs milliers, si ce n'est pas plusieurs millions d'années, pour qu'il puisse constituer un sol évolué comme celui-là. Donc ça vous montre l'importance des processus qui aboutissent aux formes du sol et l'importance du sol pour toute l'activité biologique, que ce soit activité de production de la matière de biomasse par les végétaux et les animaux et par le processus de remise à l'état minéral de toute cette matière qui est produite par les végétaux et qu'on va retrouver par la suite le long des chaînes trophiques dans les différentes catégories d'animaux. Donc voilà pour ces propriétés et ses caractéristiques et cette question d'évolution du sol. Et voilà, on a terminé avec ce slide.